sommaire de cette édition, l'avocat de Bandao et Mokta Ouane se plaint de ne pouvoir rencontrer ses clients placés en résidence surveillée à Bamako depuis qu'ils ont été démis de leurs fonctions. La junte au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno a autorisé ce mercredi une manifestation prévue jeudi de l'opposition la plus critique en changeant l'itinéraire initial des organisateurs. Et puis la Tanzanie a lancé ce mercredi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 après une année de déni de la pandémie dans ce pays d'Afrique de l'Est sous le régime John Magufuli, décédé en mars. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Les appels lancés par l'Union africaine, les Nations unies ou l'Union européenne n'ont rien changé à la situation de l'ancien président de transition malien Bandao et son dernier premier ministre Mokta Ouane. Toujours en résidence surveillée à Bamako, leur avocat se plaint de ne pas pouvoir les rencontrer. Le 26 juillet, maître Mamadou Ismaïla Konaté s'est présenté au domicile respectif de Bandao et Mokta Ouane à Bamako. Mais dans les deux cas, des hommes armés, des militaires, peut-être des forces spéciales selon l'avocat, l'ont empêché d'entrer. Très remonté, l'avocat a rappelé que sa présence auprès de ses clients est un droit. Jusqu'ici, maître Konaté, Bandao et Mokta Ouane ont échangé à distance. Bandao et Mokta Ouane sont assignés à résidence contre leur gré et en l'absence de toute base légale, affirme-t-il. Et il faut le rappeler pour toutes les personnes qui sont les auteurs de cette situation-là aujourd'hui, y compris le président Assimi Goïta, y compris le Premier ministre Choguel Maïga, y compris le ministre de la Justice. Tous se rendent coupables et complices d'assignation à résidence dans des conditions non conformes au droit, s'est-il indigné. L'avocat a demandé à rencontrer les actuels dirigeants de la transition et pour dénoncer ce qu'il considère comme une anomalie révoltante. Maître Konaté a indiqué d'ailleurs avoir saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali pour lui signifier officiellement ce dernier événement. Mais avant, il avait déposé une requête auprès de la CEDEAO, l'instance régionale, pour obtenir la libération de l'ancien président et de l'ancien premier ministre. L'avocat envisage enfin de porter plainte au pénal contre les auteurs des arrestations et des assignations à résidence de ses clients ou encore de saisir les institutions des Nations Unies. En Guinée équatoriale, le vice-président Théodorin Obiang a été définitivement condamné ce mercredi par la justice française. Il lui est reproché de s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des biens mal acquis après le rejet de son pouvoir par la Cour de cassation. Théodorin Obiang, 52 ans, avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020 à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Il avait fait appel de cette décision. C'est une immense victoire, une décision historique qui met un point final à 14 ans de procédure. A réagi auprès de l'AFP, Sarah Brinbeuf, responsable du plaidoyer flux financiers illicites à Transparency International, partie civile dans cette affaire. Par cette décision, la justice française confirme que la France n'est plus une terre d'accueil pour l'argent détourné par de hauts dirigeants étrangers et leur entourage, a déclaré dans un communiqué Patrick Lefas, président de l'ONG en France. Théodorin Obiang est donc définitivement condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Et la Guinée équatoriale, 1,4 million d'habitants, devient le premier pays à bénéficier du nouveau mécanisme de restitution des avoirs frauduleusement acquis par des dirigeants étrangers, adopté par le Parlement français la semaine dernière. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, sera bien évidemment saisie, ainsi que toute juridiction internationale compétente, pour connaître des questions touchant à l'ordre public international, comme celle de l'immunité des gouvernants ou celle de l'ingérence d'un pays étranger dans l'ordre juridique interne d'un pays tiers, a réagi auprès de l'AFP, l'avocat de Théodorin Obiang, Maître Emmanuel Marcigny.
De la Guinée équatoriale, rendons-nous au Tchad, où la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno a autorisé ce mercredi une manifestation prévue ce jeudi de l'opposition la plus critique en changeant l'itinéraire initial des organisateurs. C'est ce que l'on peut retenir de l'arrêté du ministre de la Sécurité publique. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ont appelé à manifester contre la confiscation du pouvoir du Conseil militaire de transition dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette manifestation vise également à exiger la révision de la charte actuelle et l'organisation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et globale. La junte au pouvoir a autorisé cette manifestation, mais en changeant l'itinéraire initial des organisateurs. En dépit du changement de notre itinéraire, nous avons accepté le changement d'itinéraire voulu par le gouvernement pour montrer notre capacité de mobilisation, a indiqué le coordonnateur de Wakitama, une plateforme de l'opposition. Nous sommes en train de mobiliser nos points focaux pour qu'ils convergent vers l'itinéraire qui nous a été accordé, a de son côté réagi Mahamat Nour Ahmed, également organisateur de la marche. Depuis l'annonce de la mort du président Idriss Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, concentre presque tous les pouvoirs. Il s'est arrogé les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a promis des élections libres et démocratiques dans une période de 18 mois, renouvelable, mais sans exclure une prolongation de la transition. L'ONG Amnesty International a dénoncé ce mercredi l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du Cameroun. Un sanglant conflit séparatiste oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles et l'armée dans cette région. De nouvelles recherches d'Amnesty International, notamment l'analyse d'images satellitaires, ont révélé l'ampleur dévastatrice des destructions causées par le conflit en cours dans les régions anglophones du Cameroun, écrit l'ONG dans un nouveau rapport. Elle souligne que les combats entre divers groupes armés qui réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée de maisons et de villages. La violence s'est récemment intensifiée dans certaines parties du nord-ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun, avec la mort de plusieurs policiers et gendarmes tués par les séparatistes entre juin et juillet, et celle d'un civil par l'armée, a-t-elle assuré. Situé en bordure de la frontière nigériane, l'arrondissement de Noua, dans le nord-ouest, a été particulièrement visé par les violences, souligne le rapport. Entre le 22 et le 26 février 2021, au moins 4200 personnes ont été déplacées de 7 villages de Noua à la suite d'attaques de groupes d'autodéfense Peul, au cours desquels au moins 8 personnes ont été tuées. Toujours en février, au moins 4 villages de cet arrondissement ont été détruits ou incendiés selon Amnesty, qui dit s'appuyer sur l'analyse d'images satellitaires. Dans la région du nord-ouest, la communauté Mbororo, des Peuls nomades à l'origine, mais dont beaucoup de membres se sont sédentarisés depuis plusieurs années au Cameroun anglophone, paie un lourd tribut. L'ONG pointe aussi les exactions commises par des groupes armés Peuls auxquels sont rattachés les Mbororo. Ce journal se poursuit. C'est parti pour la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus en Tanzanie. L'opération a été lancée ce mercredi après une année de déni de la pandémie dans ce pays d'Afrique de l'Est sous le président John Magufuli, décédé en mars. La présidente a elle-même été vaccinée pour lancer cette campagne de vaccination contre la COVID-19. Le pays où les autorités se sont refusées au couvre-feu et au confinement imposé chez ses voisins est l'un des derniers du continent à entreprendre de vacciner sa population. Samia Suluhu Hassan, en se faisant vacciner, dit vouloir rassurer. Niseme ndugu zangu, mimi ni mama wa watoto 4 wanaonitegemea. Je suis une mère de 4 enfants, une grand-mère de nombreux enfants, une épouse et plus important, la présidente et la commandante en chef des forces armées tanzaniennes. Vous pouvez imaginer combien de personnes dépendent de moi à travers cette chaîne. Dans ce contexte, je ne mettrais pas ma vie en danger si les vaccins n'étaient pas sûrs. Nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari. Nikijua kwamba nina majukumu yote haya
yananitegemea. Chanjo hizi ni bora na salama. Laissez-moi vous rassurer, ces vaccins sont sans danger pour la consommation humaine. Notre équipe d'experts a veillé à ce que toutes les procédures nécessaires à l'importation de vaccins soient respectées, tout comme nous l'avons fait pour les autres médicaments importés dans le pays. En succédant à John Magufuli, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a largement révisé la politique du défunt président qui prônait essentiellement la prière et les produits naturels pour venir à bout du coronavirus. À l'inverse, elle a notamment créé un comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement et a voulu montrer l'exemple en étant la première à recevoir le vaccin mercredi lors d'une cérémonie officielle. Et puis, la doyenne des actrices du Niger, Zalika Soulé, est décédée ce mardi à Niamey à l'âge de 74 ans des suites d'une longue maladie. La nouvelle a été annoncée par ses proches dans un communiqué. La défunte, née en 1947 à Niamey sur les rives du fleuve Niger, a été inhumée ce mercredi après-midi. Zalika Soulé a été attirée toute jeune par le cinéma, devenant la première actrice professionnelle noire du 7e art. Au milieu des années 60, elle se lance dans le cinéma encore embryonnaire au Niger, s'attirant les critiques de son entourage. Le cinéaste nigérien Mustapha Alassane lui confie son premier rôle dans Le Retour d'un aventurier. Dans ce western africain, la belle jeune femme apparaît montée sur un cheval, habillée en cow-boy et pistolet au poing. Très vite, elle est sollicitée par de nombreux réalisateurs. Oumarou Ganda la dirige dans Le Oiseau polygame. Zalika Soulé incarne une femme ivre de jalousie qui assassine par erreur une demoiselle d'honneur en voulant abattre la nouvelle épouse de son mari. Zalika Soulé tourne ensuite sous la direction de Mustapha Diop ou de Djengare Maïga. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.